Avant de commencer, je voudrais présenter un petit peu le contexte de cette série de webinaires. Donc, l'Association des ingénieurs arts et métiers est une association qui a été créée en 2019 dans le but de renforcer le réseau ensamien et de promouvoir le profil de l'ingénieur Ensam Kaza. Dans la situation actuelle où l'on vit aujourd'hui, la crise du Covid-19, l'association des ingénieurs arts et métiers n'a pas voulu interrompre ses actions, mais plutôt on a décidé de continuer à travers cette série de webinaires pour répondre aux questions et des étudiants et des ingénieurs lauréats de l'ENSAM Casablanca et des ingénieurs de tout le pays. Aujourd'hui, nous avons parmi nous Monsieur Mohsin Khbissi. Si Mohsin, marhaba bik. Monsieur Mohsin est un professeur. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Monsieur Mohsin, il était très réactif. Il n'hésite jamais à merci beaucoup d'avoir répondu. Monsieur Mohsin, il était très réactif, mais Mohsin est un professeur à l'université, à la faculté l'Université Mohammedia. Il est un entrepreneur en série. C'est le co-founder de l'entreprise Neoxia et un partenaire à Agridata. Monsieur Mohsin Khbissi, il est aussi un coach et mentor des startups et un consultant international par rapport à ce qui est digital et technologie. Donc, bien sûr, aujourd'hui, le digital, il prend l'élan et c'est le futur, c'est la tendance. Ce n'est pas uniquement un luxe, mais plutôt une nécessité. Justement, c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Inch'Allah, on va commencer par le quoi, par définir c'est quoi le digital, et puis ensuite on va passer à son impact pour finir et terminer avec la tendance ou bien les tendances en matière du digital et de nouvelles technologies. N'hésitez pas à prendre note, n'hésitez pas à prendre note de vos questions, de vos interventions. Si vous avez une remarque, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Nous allons ouvrir une petite fenêtre, une grande fenêtre pour intervenir, pour vous écouter et répondre à vos questions. Monsieur Mohsin, à vous la parole. Alors, merci beaucoup, Hafsa. Merci beaucoup à l'association des lauréats Katimani. Oui. Très bien, parfait. Donc, merci beaucoup à l'association des lauréats de l'ENSAM pour leur invitation et pour les activités qu'ils mènent. J'espère que toute la continuité à cette association et toute la réussite pour l'ensemble de ces membres. Alors, en fait, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de rencontrer et d'être à la rencontre des jeunes. C'est bon, vous arrivez à m'entendre? Oui, oui, oui. Très bien. Vous voyez également les slides. C'est bon. Oui, tout en Donc, en fait, règle. la thématique, à mon sens, elle est très intéressante et c'est très important aujourd'hui d'aborder ce sujet qui est en fait la transformation digitale dans le contexte de l'industrie pour plusieurs raisons. Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui, on a constaté avec cette épreuve, moi, je ne dirais pas une crise ni une catastrophe, pour moi, en fait, c'est une épreuve du Covid. En fait, la transformation digitale est revenue au centre des activités, aussi bien au niveau du travail avec le télétravail, au niveau de l'enseignement avec le téléenseignement, mais surtout également au niveau de l'industrie comme étant un levier important pour la performance des industries, surtout avec cette situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est une situation très compétitive, très complexe et avec peu de visibilité pour l'industrie. Donc, je vais essayer un peu, très brièvement, effectivement, de commencer par la question du pourquoi et du quoi. Et après, en fait, on va essayer un peu de voir les impacts que peut avoir la digitalisation sur les industries et sur les entreprises. Et bien sûr, à partir de là, on passera plutôt à l'échange qui est, je crois, l'un des objectifs importants de cette rencontre. Alors, par rapport au pourquoi, je vais très brièvement passer quelques slides, mais c'est juste pour planter le décor. Alors, ça, c'est Michel Serres, c'est un académicien français mort l'année dernière, qui a dit la chose suivante, en fait, la révolution numérique en cours aura des effets au moins aussi considérables qu'en leur temps l'invention de l'écriture puis celle des imprimeries.
Donc, on n'est pas devant quelque chose de partagé. Beaucoup de personnes considèrent ce digital comme étant juste un buzz, et c'est un passage, c'est un trend qui va passer, et après on reviendra à notre vie normale. Lui, en fait, Michel Serres, il croit que c'est quelque chose qui va avoir des impacts aussi considérables que l'invention de l'écriture et de l'imprimerie. Il dit également, les notions de temps et d'espace en sont totalement transformées et les façons d'accéder à la connaissance profondément modifiées. Alors ça, c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui de manière quotidienne avec le digital. La notion d'espace aujourd'hui est complètement transformée. Aujourd'hui, on est ensemble dans un séminaire, on est une trentaine, peut-être une quarantaine de personnes, chacun chez soi, chacun peut accéder, peut poser des questions, on peut interagir, on peut construire de la connaissance et la partager sans avoir les barrières classiques de l'espace. Les barrières de temps également sont transformées. On voit clairement aujourd'hui que certaines choses qui nous nécessitaient du temps, qui nécessitaient de prendre du temps pour aller faire des choses, ainsi de suite, aujourd'hui, c'est presque de l'immédiat. On est dans l'immédiateté. Alors, typiquement, pour rechercher une information, avant, il fallait se lever tôt, il fallait aller à une bibliothèque municipale, il fallait se déplacer déjà en termes d'espace, mais également prendre le temps pour pouvoir rechercher l'information. Aujourd'hui, si on veut rechercher de l'information, c'est presque de l'instantané. De la même manière, si on veut interagir, c'est de l'instantané. Et en fait, cette instantanéité, aujourd'hui, elle rentre dans les mœurs et on constate que de plus en plus, on ne tolère pas. On n'est plus patient, on ne tolère pas en fait d'être dans le temps long plutôt que le temps court. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, de révolution numérique, d'industrie 4.0, de quatrième révolution industrielle, c'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose de très profond en termes d'impact sur sur les individus, sur les entreprises, mais également sur les nations. Quelques informations, alors ça c'est octobre 2017, le Danemark a désigné un ambassadeur à la Silicon Valley. Alors, le Danemark, c'est un pays qui n'a pas de représentation diplomatique dans plusieurs pays du monde. Et il a jugé intéressant d'avoir un ambassadeur vis-à-vis des GAFA, des grandes entreprises technologiques au niveau de la Silicon Valley aux États-Unis. Toujours octobre 2017, ça, en fait, c'était lors d'un événement qui était organisé en Arabie Saoudite, Future Investment Initiative, et il y a eu la présentation de la robot Sophia. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ça donne une idée sur le niveau d'avancée en termes d'intelligence artificielle. Donc, elle s'est présentée, elle a eu un entretien avec un journaliste chevronné de la CNBC, elle répondait en plaçant même des blagues et avec presque en fait de manière naturelle, j'allais dire. Et bon, elle a eu d'ailleurs à l'époque en fait la nationalité saoudienne. Bon, c'était un peu le show, mais c'est juste pour dire que aujourd'hui, on est arrivé à un niveau d'avancée en termes de capacité de traitement et au niveau de l'intelligence artificielle où on arrive à ce genre de choses. Alors, l'année dernière, il y a eu également un journal télévisé en Chine qui a été présenté complètement par une intelligence artificielle. C'est-à-dire, en fait, il y a eu un homme qui était présent, qui parlait, et tout ça, c'était l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, bien sûr, des questions se posent sur l'enjeu pour l'économie, mais l'enjeu également pour l'emploi. Parce qu'on se pose la question, est-ce que je serai toujours utile par rapport à ma compétence, par rapport à mon profil dans l'avenir proche. Alors, quelle est la relation entre le Maroc, Alibaba et le Singles Day? Alors, Singles Day, c'est le jour des célibataires, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai découvert qu'il y avait une journée pour les célibataires, principalement en Chine et dans les pays de sud-est asiatique. C'était en novembre dernier. Alors, quel lien entre Maroc, Alibaba et Singles Day? Alors, le Maroc, aujourd'hui, il réalise un PIB d'à peu près 120 milliards de dollars. D'accord? En 2000, le Maroc a réalisé 38 milliards de dollars. Le PIB du Maroc en 2000, c'était 38 milliards de dollars. C'est exactement le même chiffre qu'a réalisé Alibaba en une journée pendant la journée des célibataires. Ce n'est même pas une journée qui est connue mondialement, ce n'est même pas une journée qui est célébrée partout dans le monde, c'est une journée qui est célébrée principalement au sud-est asiatique. Elle a réalisé l'équivalent du PIB d'un pays. Le PIB d'un pays, c'est toute la richesse qui est créée à l'intérieur du pays par toutes les entreprises pendant une année. Alibaba l'a réalisé en une journée, donc une seule entreprise en une seule journée. C'est assez édifiant.
Quand on parle de GAFA, alors Google, Apple, Facebook, Amazon, souvent on croit que c'est des entreprises technologiques. Alors souvent, quand on va parler de Google, on va penser que c'est un moteur de recherche. Apple, c'est un constructeur de téléphone. Facebook, c'est un réseau social. Ou Amazon, c'est une place de marché. Dans la réalité, ça va au-delà de ça. Google, aujourd'hui, il se positionne un peu partout. Il se positionne dans le domaine des télécoms. À la rigueur, là, c'est technologique. Il se positionne dans le domaine du retail, dans l'énergie, dans la finance. Euh, L'année dernière, par exemple, on a vu que Facebook est en train de travailler sur un projet de monnaie virtuelle ou de crypto-monnaie qui s'appelle Libra. Donc aujourd'hui, Facebook se positionne comme institution financière, voire comme régulateur financier. Les trois, alors Google, Apple, Facebook, ils ont des projets pour l'Internet gratuit universel partout dans le monde avec des technologies différentes, alors, une technologie de microsatellites, de micro-drones ou de ballons, mais c'est des technologies qui sont en cours de déploiement et qui devraient être finalisées et prêtes à l'emploi d'ici 2 ans maximum. En 2023, normalement, il y aura Internet gratuit universel. D'ailleurs, on a posé la question au patron de Google, pourquoi vous faites ça? Parce que ce n'est jamais du bénévolat ni vraiment de la bonne foi. Alors il a répondu à la réponse suivante. Quand vous rentrez dans une surface commerciale, est-ce que vous payez à l'entrée ou est-ce que vous payez à l'achat? Généralement, on paie à l'achat. On ne paie pas à l'entrée. La même chose, c'est leur vision d'Internet. Internet, c'est une surface commerciale et donc du coup, il n'y a aucune raison pour payer l'entrée à Internet. En tout cas, ce schéma permet juste d'avoir une idée sur le positionnement de ces géants technologiques. Alors, trois slides d'affilée pour parler d'Apple, par exemple, qui est l'un des géants technologiques aujourd'hui. Alors, juste une note pour parler que d'Amazon. Amazon, elle a gagné en termes de valeur depuis le début du Covid, elle a gagné plus de 26 milliards de dollars. Donc, c'est l'une des entreprises qui profite pleinement de cette crise. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on parle du Covid, alors, bien sûr, il y a des choses qui vont être chamboulées, clairement, mais ces entreprises sont encore en train de gagner de l'argent au travers de ces crises-là. Alors, Apple, par rapport au PIB de plusieurs pays, Apple, en termes de valorisation, ça c'est le market cap, c'est la valorisation d'Apple. Elle dépasse le 1 trillion de dollars. Donc, alors, ça dépasse le PIB de pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, comme la Suisse, comme l'Argentine ou comme la Suède. De même, si on compare Apple aux places boursières, la valeur, bien sûr, là, on est en train de parler de valeur boursière, donc c'est vraiment quelque chose de spéculatif, mais toujours est-il que ça dépasse des places boursières complètes, bien sûr, le volume de transactions en une année. L'Espagne, l'Arabie Saoudite, toujours la Thaïlande, la Russie ou autre. Alors vous allez me dire, ça c'est de la spéculation, ça c'est une valeur boursière, donc bien sûr, elle est fortement spéculative. Là, c'est un chiffre qui date de quelques années, je crois que c'est 2015 à peu près. Apple, en termes de cash, de réserve de cash, ben, en termes de réserve de cash, Apple a plus que des pays entiers et que des pays regroupés. Elle a plus de cash que la France, elle a plus de cash que les États-Unis, figurez-vous, que la Grande-Bretagne, que la Turquie et d'autres pays. Et elle a plus de réserves de cash que 4 pays regroupés, dont le Maroc, le Koweït ou d'autres. C'est juste également là pour vous dire le poids qu'ont ces entreprises. Alors, pour le bien ou pour le mal, c'est toute une discussion, c'est tout un échange, mais aujourd'hui, c'est une réalité. En fait, si vous revenez ici, quel est le point commun entre ces entreprises? Si on regarde en fait Google, Apple, Facebook, Amazon, il y a quelque chose en commun. Et ce quelque chose, c'est ce qui fait aujourd'hui la différence. Alors, jusqu'à maintenant, les industries se focalisaient sur la création de produits, se focalisaient sur la transformation de la matière et de l'énergie. Et donc, généralement, on était, en fait, si vous voulez, la matière première qu'on utilisait, c'était une matière première physique. Quand on regarde ces entreprises-là, la matière première et le produit final, ce n'est pas de la matière, c'est de la data. Le point commun entre ces 4 entreprises, c'est la donnée. Et donc, clairement, aujourd'hui, l'actif économique le plus important dans le monde, c'est la donnée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un Google, un Apple ou un Facebook et Amazon, c'est des entreprises qui sont des géants, pas uniquement dans la technologie,
mais dans plusieurs secteurs. Bon, je vais passer pour parler de terminologie. C'est quoi justement cette transformation digitale? On en parle trop. À un moment donné, le terme est tellement galvaudé qu'il perd toute signification. C'est quoi réellement ce digital? Alors, pour définir le digital, je vais le définir sur 4 perspectives. 2 perspectives, c'est des perspectives internes à l'entreprise. Et 2 autres sont des perspectives externes, vis-à-vis de son marché, vis-à-vis de son écosystème. Les 2 perspectives internes, c'est la digitalisation des opérations et la digitalisation de l'organisation. Donc, quand je veux digitaliser, quand je veux parler de transformation digitale, d'ailleurs, entre parenthèses, je préfère le terme transformation digitale parce que l'élément clé dans la transformation digitale, c'est la transformation. Dans une transformation digitale, il y a 90% de transformation et 10% de digital. L'essentiel, ce n'est pas l'outil. L'essentiel, c'est l'évolution, la révolution, la transformation, la transition du mindset, de la culture et de l'organisation. Et après, bien sûr, l'outil technologique. Et en support, il est important. Donc, quand on parle de digitalisation au sein d'une entreprise, d'abord, il y a la digitalisation des opérations. Donc, une entreprise, elle a des opérations. Donc, elle fait des achats, elle fait des ventes, elle gère des stocks, elle a une chaîne de fabrication. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les opérations. Alors, dans la digitalisation des opérations, on va parler d'abord de digitalisation des processus. Là, souvent, on va parler de dématérialisation. Tout ce qui était papier, on va le dématérialiser. Tout ce qui était en matière, on va essayer de le dématérialiser. Également, toujours dans cette digitalisation des opérations, on va parler d'un pattern qui s'appelle ATAWAD. ATAWAD, ça veut dire en fait anytime, anywhere, any device. Comment accéder à l'information, à la transaction, aux services et aux produits de l'entreprise, de n'importe où, à n'importe quel moment et à partir de n'importe quel équipement. Ça, c'est également assez extraordinaire. Alors, c'est bien sûr aussi bien pour les équipes internes que pour les équipes externes. Ce qu'on fait aujourd'hui, quand je vais parler d'Anytime Anyways, je vais pouvoir vendre n'importe où. Je ne suis pas obligé d'avoir des agences, je ne suis pas obligé d'avoir des dépôts, je ne suis pas obligé d'avoir des showrooms. Je peux vendre de n'importe où. C'est ce qu'aujourd'hui on fait avec le e-commerce. On le voit clairement, par exemple, avec le Covid. Aujourd'hui, vous pouvez être un intermédiaire, vous n'avez pas de stock, zéro stock, vous n'avez pas, même pas de produit, vous êtes juste un intermédiaire et vous faites livrer les clients. Et là, vous êtes en train de digitaliser complètement les opérations. Aujourd'hui, les acteurs qui font de la livraison, d'ailleurs, c'est l'un des domaines qui va énormément évoluer après le Covid, c'est des acteurs aujourd'hui qui gagnent énormément d'argent. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont dématérialisé tout leur flux. Et généralement, alors bien sûr, on va en parler par la suite, il y a une disruption qui va se passer au niveau de la chaîne logistique, justement, post-Covid, mais disons qu'aujourd'hui, cette capacité à dématérialiser le produit, à y accéder à n'importe quel moment, de n'importe quel endroit, à partir de n'importe quel équipement, c'est très très important. Après, il y a la digitalisation des organisations. Alors là également, la plupart des entreprises croient que l'organisation, c'est les équipes internes, c'est les différentes équipes qui existent en interne. Et alors, la digitalisation de l'organisation va au-delà pour dire qu'aujourd'hui, on peut avoir déjà un recrutement à distance. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne recrutent des Marocains en mode remote. Et donc, au lieu d'aller chercher des ressources qu'ils n'arrivent pas à trouver d'ailleurs sur certains volets technologiques, ils vont aller chercher à distance. Et les gens peuvent travailler à distance sans aucun problème à partir du moment où il y a eu déjà cette dématérialisation des opérations. Vous dépassez la partie recrutement pour la collaboration. Aujourd'hui, on l'a constaté avec le Covid, on peut travailler à distance. Alors bien sûr, il reste encore un ensemble de métiers qui nécessitent la présence. Il y a beaucoup de métiers qui peuvent se faire à distance. Et donc, on peut interagir, collaborer, prendre des décisions, exécuter des décisions complètement à distance. On le voit également, pas uniquement dans le volet recrutement, collaboration, mais carrément dans le volet innovation. Des fois, on va aller chercher des ressources à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, on n'a pas besoin de toujours recruter. Des fois, on peut. Alors, l'exemple type, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les géants technologiques, leurs premiers commerciaux, c'est les clients. Donc, les clients deviennent, à travers le digital, des commerciaux, des ambassadeurs de la marque. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, il y a un changement même des rôles. Donc, on n'est plus dans une organisation classique, on est dans une organisation étendue grâce ou au travers du digital. Donc, ça, si vous voulez, c'est le volet digitalisation en interne. Le volet digitalisation vers l'extérieur, c'est d'abord la digitalisation de l'expérience client.
Comment rendre cette expérience la plus fluide possible? Alors, à travers, déjà dans la phase d'acquisition, à travers le marketing digital, donc avec la publicité, le client qui aille jusqu'à, je ne sais pas, l'heure de pointe la télé pour regarder la pub. Aujourd'hui, la pub que j'ai l'acquisition du client se fait via le web, via les réseaux sociaux. Et la vente elle-même se fait via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, par exemple, l'un des réflexes naturels de la plupart des gens, c'est quand ils veulent chercher un produit, ils ne vont pas aller chercher, le chercher Facebook. Et donc, ils arrivent à trouver des produits. Après, est-ce qu'ils vont acheter directement sur Facebook? Est-ce qu'ils vont passer par un WhatsApp? Ou est-ce qu'ils vont passer par un canal présentiel? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est un réflexe qui est devenu presque naturel. Et puis là, également, toujours dans l'échelle d'expérience client, on va parler d'omnicanal. C'est en fait, au-delà de ce qu'on appelle le multicanal ou du cross-canal, c'est l'omnicanal. C'est le canal, c'est-à-dire en fait, on peut commencer la transaction dans n'importe quel canal et le terminer dans un autre. Je peux commencer une transaction sur Facebook, la terminer sur mobile et avoir la livraison en présentiel à ma maison. Donc, je peux utiliser plusieurs canaux dans une même transaction. Mais là où en fait la digitalisation nous apporte le plus de valeur, c'est dans la digitalisation des produits et des services, voire la digitalisation des business models. Là, je vais donner un exemple très simple pour illustrer ça. Vous avez certainement entendu parler de Thomas Cook. Thomas Cook, c'est un géant, c'est un tour opérateur qui était un tour opérateur de référence, le domaine du tourisme, le voyage. Le tour opérateur, il a fait faillite fin 2019. Alors, il a fait faillite pourquoi? C'est un tour opérateur qui avait plus de 3000 agences, plus de 30 000 employés partout dans le monde. Alors, il y avait plusieurs raisons, je vais passer un peu le détail, mais l'une des raisons principales, c'est qu'aujourd'hui, il fait face à des concurrents tels que Booking. Booking, un des 500 employés à peu près, aucune agence, et il fait le même chiffre, il réalise le même nombre de ventes qu'un Thomas Cook. Donc là, c'est vraiment le business model qui est complètement transformé. Quand vous regardez par exemple Uber, Uber, jusqu'à dernièrement, c'est le premier transporteur au monde. Et c'est un transporteur qui n'a pas de voiture. Mais Andouche a une flotte, mais Andouche des voitures. Il utilise, alors c'est ce qu'on appelle l'ubérisation. De même, Airbnb, il a enregistré plus de nuitées aux États-Unis en 2017 déjà que toute l'industrie hôtelière. Airbnb n'a pas d'hôtel, n'a pas d'actifs hôteliers. Donc ça, c'est vraiment une transformation du business model dans sa globalité et elle peut être activée, accélérée et faite via le digital. Alors, quand on va parler d'une entreprise, d'une administration, d'une industrie à l'ère du digital, elle a 4 caractéristiques. Elle doit être mobile, connectée. Ça veut dire quoi? Connectée, ça veut dire pas nécessairement, c'est pas une question de Wi-Fi ou de 4G, mais ça veut dire qu'elle doit être connectée à ses clients, à ses collaborateurs, à ses partenaires, à ses actionnaires, à ses fournisseurs, et donc elle doit être connectée sur toute la chaîne de valeur. Elle doit même aller au-delà de ça. Des fois, elle doit être connectée au client du client, et au fournisseur du client, et au client des fournisseurs, et au fournisseur des fournisseurs pour maîtriser au maximum cette chaîne de valeur et pour maîtriser la donnée. Le deuxième volet qui est une conséquence de cette connectivité, c'est que cette connectivité va permettre de capturer de la donnée. Et cette donnée doit être stockée, doit être traitée, doit être analysée pour en sortir de la substance, donc de l'intelligence. Et là, c'est le volet analytique, c'est le volet, la capacité en fait à traiter les données. Une entreprise, d'ailleurs, Hadi, c'est valable pour une entreprise, c'est valable également pour un individu. Un individu, il a la capacité d'analyser des données. Aujourd'hui, les données, il y en a plein. Le nombre d'informations qui nous parviennent est énorme. Mais cette capacité à analyser les données pour en sortir une décision ou pour en sortir une orientation, c'est fondamental. Et aujourd'hui, cette capacité, elle est déterminante pour la performance individuelle et collective, pour la performance d'une nation. D'ailleurs, l'enjeu de la donnée devient un enjeu national. On parle de souveraineté sur la donnée, on parle de datacratie. Donc, c'est une autre forme l'une des formes de la colonisation, c'est la colonisation économique. Aujourd'hui, l'une des formes de la colonisation, c'est la colonisation par la donnée. Troisième élément, et ça c'est très très important, c'est la capacité à se transformer rapidement et à se transformer bien. C'est l'agilité. Aujourd'hui, on a beau avoir des technologies, on a beau avoir des ressources humaines, si on n'a pas la capacité de se transformer rapidement
et d'avoir l'agilité, on ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde changeant. On l'a vu avec le Covid. C'est très simple. Aujourd'hui, les pays qui ont réussi face à la crise, c'est des pays qui ont fait montre d'agilité. Ou non, le paradoxe, c'est quoi? C'est que souvent, on est plus agile quand on était dans une crise avant la crise. Et les pays les plus développés, généralement, ils s'installent dans une zone de confort. Les gens ne sont pas agiles. Ils sont dans leur zone de confort, ils ne vont pas changer. Par contre, les pays les moins riches, c'est des pays qui n'ont rien à perdre. Et donc, du coup, ils ont une capacité à se transformer plus rapidement. On l'a vu, par exemple, au Maroc. La façon avec laquelle, à l'échelle individuelle, je ne parle même pas à l'échelle de l'État, on a fait face à la crise assez extraordinaire. En fait, la capacité à changer de manière de faire, à se mettre dans le digital, à se mettre dans le télétravail, c'est pas aussi évident dans d'autres pays. Donc, cette agilité est importante. Et le dernier volet, c'est le volet collaboratif. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'intelligence, la performance, l'excellence ne peut être que collaborative. Fini le temps où on avait le leader charismatique qui sait tout faire, qui connaît tout. D'abord, aujourd'hui, si on n'est pas dans une logique de collaboration, si on n'apprend pas des autres, si on n'échange pas, on ne peut pas avancer. Et ça, je le constate. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué le fait que je fais beaucoup d'échanges avec les jeunes. Bah, pour moi, c'est l'une des façons d'apprendre. C'est l'une des meilleures façons d'apprendre. J'ai appris des choses, les jeunes, que je n'ai jamais appris en côtoyant des gens qui sont de ma génération ou qui sont plus vieux. Et donc, tout ça pour dire que cette capacité à collaborer, à échanger, à être dans des réseaux, à pouvoir transférer ce savoir dans tous les sens, c'est quelque chose qui est fondamental pour faire avancer les entreprises. Alors, c'est quoi le digital? Là, je vais vraiment aller rapidement. Je sais que, je sais pas, شحال باقي لي ديال الوقت 4 دقائق جوج دقيقة Voilà, 5 minutes. 5 minutes parfait. Donc 5 minutes, oui. ça, c'est le volet technologique. Alors le volet technologique, il faut comprendre une chose. Première des choses, c'est que la technologie est un moyen, mais derrière la technologie, il y a un mindset. فاش كنتكلموا على le mobile, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, l'analytics, le cloud, tout ça, c'est un mindset derrière. Alors فاش كنتكلموا على هاد les technologies, il y a également un lien بيناتهم. Il y a une relation. Comme un exemple très simple. Aujourd'hui, bon, je vais un peu l'expliquer ici. Il y a ce qu'on appelle des technologies de capture, de communication et de centralisation de la donnée. Ça veut dire en fait, أول حاجة هي la donnée. Comment je vais pouvoir la capturer? Ben, je vais pouvoir la capturer à travers des outils technologiques. Maintenant, l'IoT, les capteurs, les objets connectés. Les objets connectés, c'est un moyen de capturer en temps réel et en continu de la donnée sur le terrain. Le mobile, un téléphone, aujourd'hui, c'est un outil qui génère en temps réel et en continu des volumes énormes de données. Un téléphone mobile, ça contient des capteurs de proximité, un accéléromètre, des capteurs GPS, des capteurs caméra, des capteurs de son. Tout ça, c'est des capteurs qui permettent de capturer de la donnée. Quand on parle également de réseaux sociaux, aujourd'hui, on utilise au quotidien les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est un outil de capture de la donnée. Toutes ces données, quand on les capturait, ils restaient au niveau d'un PC ou au niveau d'un téléphone. Aujourd'hui, ils sont centralisés au niveau du cloud. Et donc, l'apport du cloud, c'est quoi? C'est que toutes ces données qui sont capturées au plus près des personnes, au plus près de la chaîne industrielle, au plus près de la chaîne logistique, ils vont se retrouver centralisés au niveau du cloud. La centralisation, c'est ce qui va permettre de faire la deuxième étape, l'analyse et l'intelligence. C'est-à-dire, en fait, les données, une fois regroupées et centralisées, on va pouvoir les analyser pour en sortir de la substance et pour créer des modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a comme un exemple très simple, en Chine, et c'est des choses qui existent, même les algorithmes, vous pouvez les utiliser. On peut détecter est-ce qu'une personne porte un masque ou pas à partir d'un flux caméra, d'un flux vidéo normal. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, même au Maroc, notamment dans les industries pour maîtriser la période post-confinement. Vous pouvez capturer maintenant la distance entre les personnes. Et donc, vous pouvez voir est-ce que les gens respectent la distanciation sociale. Tout ça, c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est cette capture de données en masse qui vous permet justement d'avoir. L'intelligence artificielle, c'est un moteur. Son carburant, c'est la donnée. Après, les technologies de capacité augmentée, là, on va parler de robotisation, d'impression 3D, de drones, de réalité virtuelle.
tout ça, c'est des technologies de capacité augmentée. Ils vont permettre d'avoir des capacités qu'on n'avait pas auparavant. Un exemple, l'impression 3D. L'impression 3D, c'est un accélérateur du prototypage. Donc, pour avoir un prototype de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui prenait du temps. Il fallait passer par, je ne sais pas, un moule ou de l'injection plastique. Et généralement, on ne peut le faire que si on a un volume ou un nombre important. Aujourd'hui, je peux avoir un prototype avec de l'impression 3D. Les drones, aujourd'hui, les drones, ils transforment la chaîne logistique. Parce que l'un des grands problèmes de la chaîne logistique, c'est ce qu'on appelle le last mile, le dernier kilomètre. Avec le dernier kilomètre, aujourd'hui, il peut être géré, régi à travers les drones. Les drones ont d'autres utilisations quand ils sont combinés avec des caméras, avec l'intelligence artificielle. La réalité virtuelle permet justement d'avoir un rapprochement avec le client et une capacité également dans le sens du prototypage. Et puis, bien sûr, on doit les données qui sont capturées, qui sont stockées, qui sont analysées, qui sont augmentées, on doit pouvoir également les sécuriser. Et là, il y a des technologies de sécurisation. On va parler de blockchain, on va parler également de biométrie de manière globale. Il n'y a pas le temps pour pouvoir détailler tout ça. Alors, sur le comment, ça c'est un volet méthodologique que je vais passer, mais généralement, il y a des méthodologies qui sont associées à tout ça, notamment des méthodologies comme le design thinking et comme les méthodes agiles. D'accord? Alors, je voulais juste terminer par deux slides qui parlent de l'industrie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la quatrième révolution industrielle, de l'industrie 4.0. Il faut juste noter une chose, c'est que, à mon sens, ce n'est même pas une version 4 de la révolution industrielle. C'est une autre révolution. C'est quelque chose d'autre de très différent. Pourquoi? Parce que la matière, elle change. L'industrie, la matière, c'était la matière première, c'était les produits finis. Aujourd'hui, la matière, elle est autre. C'est la donnée. Les business models, ils changent. La nature de la transformation, elle change. Donc, on est devant vraiment quelque chose de très différent. On peut s'attarder longuement sur ça. Ça impacte l'identité, ça impacte la propriété, ça impacte l'appartenance, ça impacte la confiance, ça impacte le pouvoir, ça impacte le vouloir, ça impacte pratiquement tous les domaines de la vie. On peut revenir dans les débats. Bon, ça, c'est juste pour dire que dans une industrie digitale, qu'est-ce que c'est que connecté, intelligent, agile et collaboratif? Mais je voulais arriver à ce dernier slide par rapport en fait à tout ce que apporte aujourd'hui la technologie, notamment en temps de Covid. Première des choses, ça apporte des capacités de prototypage, notamment avec l'impression 3D et l'IoT. Aujourd'hui, avec les objets connectés, on a des capteurs qui sont à faible coût, on a la capacité de se les approvisionner et de les utiliser. Donc, on a vraiment une capacité de prototypage très avancée. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec tous les projets innovants qu'on a vus dernièrement avec les respirateurs, les insufflateurs, les masques, et tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est avec l'impression 3D, avec la l'IoT, on a une capacité de prototypage qui va au-delà de ce qu'on avait auparavant. Et ça, l'avantage, c'est que c'est démocratisé. Ça veut dire, en fait, qu'on soit في المغرب, qu'on soit في نيوزيلندا, qu'on soit في Gabon, tout le monde a accès à ces technologies. On a également des technologies de maîtrise, de contrôle, telles que tout ce qui est IoT, Big Data. Donc, on peut contrôler l'information là où elle est, et au plus près de la personne. Alors, typiquement, au plus près du patient, par exemple. Et donc, on a des capacités à faire de la télémédecine, du télédiagnostic, à faire de l'intervention à distance, notamment pour les interventions dans le domaine médical. Les capacités de personnalisation, ça c'est très très important, parce qu'aujourd'hui, c'est une autre révolution, c'est parce qu'aujourd'hui, on était dans l'industrie de masse. Tout le monde était logé à la même enseigne. Aujourd'hui, on est en train de parler de personnalisation. C'est en fait un homme bridge avec le produit. C'est le même produit, qui m'abrite la même forme, le même design, bridge qui est personnel, qui me parle. Et aujourd'hui, ça fait partie des caractéristiques de la génération connectée. La capacité à intégrer le client à tous les niveaux, sur toute la chaîne, à travers le mobile et les réseaux sociaux. Même l'expression du besoin, telle la façon avec laquelle il est livré. Et la capacité à disrupter les chaînes logistiques à travers les drones, à travers la géolocalisation, à travers tout ce qui est IoT. Voilà de manière globale. Disons que le monde industriel est en train de vivre un chamboulement, et c'est un chamboulement qui va encore se renforcer avec le Covid, parce qu'il y a un ensemble de choses qui doivent changer. On est en train de revenir à des logiques de nationalisation, de souveraineté industrielle. On est en train de revenir à des chaînes logistiques raccourcies. On ne peut pas tolérer des chaînes logistiques trop longues qui peuvent être disruptées à n'importe quelle crise. Et
ça peut être très intéressant pour une industrie marocaine locale et je crois que c'est une opportunité assez importante pour développer, chérir l'industrie, mais également les compétences industrielles, les vraies compétences industrielles. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait au Maroc, c'est principalement de l'intégration et c'est principalement de l'assemblage. Aujourd'hui, on peut être dans une industrie vraiment productive et en tout cas, je vous remercie. S'il y a bien sûr des questions, c'est avec grand plaisir. Bien sûr. Merci à vous, si Mohsin. C'était riche et je suis sûre que 1 heure, ce n'est jamais suffisant pour traiter d'un sujet aussi important que la digitalisation et la transformation digitale. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais juste récapituler un petit peu ce qu'on a vu. Vous avez donné un aperçu sur la transformation digitale et qui ont réussi à introduire le digital bien avant pour pouvoir survivre. Et là, c'est faillite et ça me rappelle un petit peu l'histoire de Kodak qui a résisté à la transformation digitale et c'est ce qui a fait qu'elle a eu faillite en 2012. On a aussi parlé du périmètre de la transformation digitale. Donc, il faut dématérialiser on est dans la dématérialisation du produit, l'expérience citoyen, la digitalisation de l'opération et de l'organisation, des organisations. Vous avez aussi, donc je tiens deux petites citations que vous aviez dites. Il y a celle de l'importance, qui évoque l'importance de la data dans la transformation digitale. Et vous avez dit que l'intelligence artificielle est le moteur, mais l'information, c'est son carburant. Et vous avez aussi parlé de la data comme une forme de colonisation. Je pense que ça, c'est tout un sujet qu'on pourra traiter, Inch'Allah, dans un autre webinaire. Mais OK, le digital, c'est bien, mais il faut rester vigilant tout de même. Une fenêtre pour écouter nos participants. Si vous avez des questions, Monsieur Mohsin est là, il faut profiter. On vous écoute. Asma, je vous en prie, on vous en prie. En tout cas, en attendant, j'ai une petite question à si Mohsin. Est-ce que pour s'imbiber dans la digitalisation, est-ce qu'on doit forcément avoir un diplôme? Parce que des fois, ça bloque. Des fois, on dit qu'il faut avoir des prérequis. Si on doit avoir des prérequis, lesquels? Et sinon, voilà. Donc, c'est ça la question. Alors, je crois que c'est une question qui est très importante parce que beaucoup de personnes se disent que bon, le sujet de la digitalisation, c'est un sujet pour les informaticiens ou pour les personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Dans la réalité, aujourd'hui, ce sujet-là, c'est un sujet qui doit être majeur pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise un téléphone. Il y a un exemple. Puisque aujourd'hui, moi et chacun d'entre vous utilise un téléphone, ben, on utilise un outil digital. Donc, il y a une responsabilité vis-à-vis de la donnée, il y a une responsabilité vis-à-vis de la sécurité, mais on doit comprendre comment ça fonctionne et on doit pouvoir l'utiliser. C'est un outil qui nous prolonge. Parce qu'un l'homme augmenté. Alors, l'un des outils pour avoir cette augmentation de l'homme, c'est le téléphone. Aujourd'hui, maintenant, on a un exemple très simple. Notre mémoire, elle est dans le téléphone. يعني دابا مثلا الا سولتكم شحال من الماري اللي عاقلين عليهم par cœur, la plupart راه ما عاقلينش على des numéros. La plupart, ils reposent sur leur téléphone pour pouvoir avoir une mémoire. Donc là, c'est une extension quelque part de l'homme. Et donc, du coup, quand on parle du digital, avant de parler des sujets plus ou moins avancés, c'est un sujet qui nous concerne au plus près. Deuxième élément, et à mon sens qui est très important, c'est que les technologies aujourd'hui sont accessibles. L'un des avantages qu'ils ont, c'est que vous pouvez rentrer dans un webinaire, vous pouvez rentrer dans un tutoriel, vous pouvez rentrer dans une vidéo YouTube, vous pouvez rentrer dans des MOOC et vous pouvez trouver toute la connaissance et vous pouvez développer vos compétences dans les sujets. Il y a certains sujets qui, à mon sens, ne dépendent pas du tout de votre diplôme. La capacité à maîtriser la donnée et à faire un peu d'analyse de données, d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il faut savoir que maintenant,
de grands dirigeants. À l'OCP, par exemple, il utilise Python. Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale Monde, il utilise Python. Donc, c'est des dirigeants, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps, mais en même temps qui ont dû apprendre des technologies, des langages pour pouvoir maîtriser leurs données et pour pouvoir avoir plus justement de maîtrise. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, à mon sens, c'est quelque chose qui est accessible, c'est pas aussi complexe qu'auparavant. On peut construire des choses de manière très simple en utilisant des outils qui sont là également accessibles et dans beaucoup de cas gratuits. Donc, زعما avis aux intéressés et donc زعما لا عذر لأحد بجهله في هذا الموضوع. C'est clair. Donc là, on a des questions. Je rappelle que vous pouvez poser des questions en direct, juste en levant la main. En attendant, je cite les questions des participants. Donc, ma question est la suivante. C'est quoi la biométrie et la blockchain? Quatrième type de la technologie. Alors, c'est un long Une sujet. question de Asma Aïtab. D'accord, d'accord. Donc en fait, alors déjà la biométrie, c'est tout ce qui va permettre d'identifier la personne. Donc aujourd'hui, il y a un ensemble d'outils d'identification de la personne. Ça va l'empreinte digitale, l'empreinte de l'iris et autres. L'identification de la personne est fondamentale. Alors, bien sûr, là, il y a même des débordements. Il y a des gens qui me chiffrent le sens même d'avoir une puce fausse la personne. Bien sûr, je pense que la biométrie, c'est très utilisé pour les transactions bancaires. Ça peut être utilisé. Aujourd'hui, la plupart des gens qui accèdent à leur application de mobile banking, ils l'accèdent via leur empreinte digitale ou via leur Face ID. Donc, c'est toutes les technologies qui vont permettre d'identifier la personne. La blockchain, c'est la technologie à la base du Bitcoin. Le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie qui est apparue en 2009 et qui a connu énormément de succès. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui se sont dotés de crypto-monnaies. La plupart de ces crypto-monnaies se basent sur le principe de la blockchain. Le principe de la blockchain, c'est un principe qui est très simple. Au lieu d'avoir une autorité centrale qui gère la monnaie, il y a généralement la banque centrale, بحال في المغرب البنك المغرب ودار السكه هما اللي كيطبعوا الفلوس دونك هما اللي عندهم هاد لو بريفيليج ولا هاد لو droit de alors les gens في الوقيته فاش وقعت la crise ديال 2008. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que il y avait des institutions qui étaient au bord de la faillite, des institutions bancaires, financières, des assurances et ainsi de suite. Je nous donne les banques centrales pour pouvoir faire un sauvetage des banques et ils sont passés à la planche à billets. Alors, quand on la planche à billets, automatiquement, il y a une inflation. Donc, ils ont sauvé les banques, mais en même temps, ils n'ont pas sauvé les particuliers. Donc les gens se sont dit, ben, finalement, les institutions financières, les organismes de régulation, les banques centrales, alors, ils jouent le rôle des grandes entreprises et non pas l'intérêt des les petites personnes. Et donc, il y a eu la création du Bitcoin sur cette base. Le principe chinois, chaque transaction fait le Bitcoin, le tiers de confiance, une transaction, c'est un tiers de confiance. C'est un notaire qui valide la transaction. Au lieu d'avoir une personne qui valide la transaction, qui peut être corrompue, qui peut ne pas jouer l'intérêt de l'une des personnes, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir 10 000 nœuds. Et donc, un algorithme qui va permettre de valider la transaction. Et cette transaction elle va être enregistrée de manière immuable dans des registres, ce qu'on appelle en fait les blocs. On met les blocs, et donc on parle de chaîne de blocs. Le principe ديالها هو le même principe ديال ce qu'on appelle الحديث المتواتر. الحديث المتواتر كيقول لك هو ما رواه الجماعة عن الجماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب. يعني واحد الحديث رواه بزاف الناس على بزاف الناس ويمكنش هاد الناس يكونوا تلاقاو واتفقوا انهم يكذبوا بهذيك الصيغه وبهذيك الطريقه. Le même principe. C'est-à-dire tout simplement, dans chaque transaction, chaque opération, elle est rapportée par plusieurs blocs. Et donc, le mécanisme, c'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est une architecture qui peut être utilisée même dans d'autres domaines. Il est utilisé, par exemple, la traçabilité alimentaire. IBM, par exemple, l'utilise pour avoir une idée, فاش كتبغي تاكل شي حاجه على منين جات هذيك الحاجه وشنو هما les opérations اللي داروا عليها وشنو هما les pesticides اللي utilisés et ainsi de suite. Elle peut être utilisée pour le vote, pour maîtriser ou la contrôler les, les, les élections. Bon, elle peut être utilisée pour plusieurs cas de figure, mais en tout cas, c'est une architecture qui permet de décentraliser la confiance. يعني la confiance اللي من قبل كانت كدار في une personne ولا في une institution من قبل بحال مثلا لو سيستيم اللي كان في المغرب كان لو سيستيم ديال لامين يعني لامين ديال
Njara ou la mine ديال كذا, c'est une personne de confiance, ce qu'on appelle un tiers de confiance. Je fais une transaction, دايما كندوزو على soit داك الشيخ ديال القبيله ولا لامين ولا كذا. من بعد زدنا les institutions اللي هما les banques centrales, اللي هما les assurances, les banques, les avocats, les notaires, هادو c'est ce qu'on appelle des tiers de confiance. بهاد la logique du blockchain, la confiance elle est placée dans les algorithmes, ce qu'on appelle l'algorithmocratie. Et donc je fais plus confiance à un algorithme que une personne qui peut être corrompue, qui peut être kada. Voilà. Je vais vous passer le détail philosophique de la chose, mais c'est exactement ça. Très bien, merci beaucoup. On passe à la question suivante. Quel serait l'impact de la digitalisation sur le marché du travail? Donc, le marché du travail, ça rentre toujours Bien sûr, c'est l'un des vrais sujets. une dimension. Ouais. Alors, je crois qu'il y a aujourd'hui déjà un impact. Et aujourd'hui, je pense que en 2020, il y a eu alors, déjà un impact sur la manière d'être recruté. Aujourd'hui, maintenant, la plupart des gens, ils ne sont pas recrutés à partir des candidatures spontanées ou les CV. Il a continué, bon, la plupart, peut-être il y a encore des personnes qui continuent à être recrutées, faire le sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont recrutés sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn. Donc, vous avez un bon profil sur LinkedIn, les chasseurs de tête, les cabinets de recrutement vont vous identifier, donc vous allez pouvoir avoir plus de chances pour être recruté. Donc déjà, a un impact. Un autre impact, le recrutement lui-même. Aujourd'hui, il y a des entreprises où le champ là, il est large. يعني ما بقاش الانسان يفكر انه يتركيتا راه غير في المغرب. Il peut être recruté même en tant qu'ingénieur industriel, il peut être recruté في n'importe quel pays. On peut passer un entretien sur Skype, sur Zoom, sur tout ce que vous voulez. Et ça, c'est pas nouveau, c'est pas par rapport au Covid, ça existait depuis 5 ans, 6 ans. Après, on peut être même travailler à distance. Donc ça, c'est également un impact. Maintenant, le vrai impact, c'est au niveau de quel métier le marché, de quel métier le marché a besoin. Ça, c'est le vrai impact. Exact. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà dans les 5-6 dernières années, il y a eu de nouveaux métiers qui sont apparus. Des métiers, le métier de data scientist, ça n'existait pas il y a 6 ans. Le métier de Bitcoin miner, ça n'existait pas il y a 6 ans. Un métier, un influenceur sur le web, ou un blogueur, ou un YouTuber, ça c'est quelque chose qui n'existait pas. Or aujourd'hui, c'est des métiers. Mais, on a beau là, les YouTubers et les YouTubeuses, c'est des gens qui. Mais aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Aujourd'hui, ils exercent un métier. Alors après, on peut être d'accord ou pas sur le contenu qu'ils ont, ou ils ont compris le nouveau système. Le nouveau système, il est basé sur les likes, sur les vues, sur les interactions qu'on fait. Et généralement, ces vues, ces likes, on peut les transformer en argent. Après, il y a d'autres métiers qui vont apparaître. Excusez-moi, il y a 30% des métiers qu'on va avoir en 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui. Mais qui niche. D'ailleurs, de la décennie, et ça, je ne veux pas vous faire peur, de la décennie, il y a 2020-2030, c'est une décennie charnière. Il y aura énormément de nouvelles choses. Et donc, vraiment, il faut s'y préparer. Alors, s'y préparer, ça veut dire tout simplement, il faut savoir développer ses compétences. مش هذاك الوقت ديال صافي خديت الدبلوم عندي انا جو سوي ingénieur industriel نبقى ingénieur industriel حياتي كامله وبهذوك les compétences اللي قريت فيها. Aujourd'hui, il faut être ouvert à développer de nouvelles compétences parce qu'il y aura des métiers qui vont disparaître également. كاين des statistiques qui disent à 70%, des prévisions, pardon. 70% des métiers qui sont exercés aujourd'hui ne vont plus exister en 2030. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a des métiers qui directement impactés. Les métiers, une bonne partie des métiers qui ont la logistique, notamment les métiers de chauffeur. Aujourd'hui, on a la voiture autonome, on a le camion autonome. Alors bien sûr, ça roule aujourd'hui dans plusieurs pays, mais ça va arriver, peut-être, je ne sais pas, dans les 5 ans ou le CADA, où ça va être un peu généralisé. Est-ce qu'il y aura un métier de chauffeur de camion-tir? Et au niveau de la logistique, les dépôts, il y a un ensemble de métiers qui font aujourd'hui, c'est exercé par des robots. Amazon a donc des dépôts liés à 70% robotisés. Il y a d'autres métiers qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Vous avez les métiers les médias.
des métiers, les centres d'appel aujourd'hui, في المغرب عندنا بزاف ديال les centres d'appel. كاع داك les métiers ديال centres d'appel aujourd'hui, c'est des chatbots qui peuvent remplacer l'ensemble des personnes. La traduction, des métiers, les tiers de confiance. Il y a beaucoup de métiers qui vont complètement disparaître. Ou là, qui vont devoir se transformer de manière très profonde. Donc, il faut vraiment se préparer correctement, mais sereinement, à ces changements, à ces chamboulements, parce que c'est également des opportunités. Donc, pardon, il y a aussi il y a plein de questions là. Est-ce que notre société marocaine, public large, est prête à utiliser le digital? Paiement par CD, par carte bancaire, fiabilité logistique, etc. Youssef Jassifi. Alors, je crois que la société, elle est toujours prête. Ceux qui ne sont pas prêts, c'est les décideurs. Ou la preuve, c'est le Covid. Le Covid, bon, bien sûr, on n'est pas prêt, plusieurs volets. Mais les volets, on n'est pas prêt, c'est beaucoup plus les volets, l'infrastructure, la réglementation, l'accessibilité, l'inclusion, et ainsi de suite. Mais une fois les gens, ils ont à disposition un outil qui les intéresse ou qui peut réduire une partie de leur souffrance ou là leur apporter un gain, ils sont prêts à. Moi j'étais il y a quelques mois, le confinement, j'étais au Mali pour accompagner la banque, qui est la BNDA, la Banque nationale de développement agricole au Mali. J'étais à Bamako. Et donc, on avait des rencontres avec les dirigeants. À un moment donné, on a fait des focus group avec des clients sur la partie digitalisation. J'ai un client, une fédération des éleveurs, qui est le. Alors le gars, j'ai avec un souci, une problématique. راك ساب في مالي جاي يقول لك انا سيدي شوفوا لي شي حل باش ما نبقاش نهز الفلوس باسكو aujourd'hui j'ai des problèmes de sécurité كاين ناس كيتكلم على des centaines de millions des milliards des fois اللي qui sont manipulés في السوق ديال الكسيبه حيت راه دابا شي مرات كتكون انجينيور كيبان لك داك الكساب وداك الشيء راه شي حاجه كاين des milliards de francs CFA en tout cas qui sont سميتو qui transitent في داك les opérations ديال الكسيبه. قال لك اسيدي انا ما بغيتش نبقى نهز هذوك الفلوس دوني موا ان موين. alors quand il a parlé de son expérience هاد لو كاع دا كساب كيشري بالواتساب الكسيبه فاش ما كيكونش بريزون اون لوكال كاين واحد السيد سميتو معاه كيمشي كيبقى يصور له الفيديو هذاك الحواله وكذا كيصورهم في الواتساب وكيصيفطهم والاخر كيفاليدي. سي جوست بور فو دير انه لي جون نعطي نوتر اكزومبل اوجوردي كتلقى مثلا مرا كبيره 60 عام 70 عام كذا كتلقاها خدامه بواتساب sans aucun problème. Quand elle a le besoin et quand elle trouve son intérêt, elle va utiliser la technologie. Est-ce qu'on est prêt? Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus prêt que des pays européens ou là que les États-Unis. علاش؟ لأن عندنا la capacité d'adaptation, bien sûr, qui vient من اننا دائما عايشين في دي ديفيكولتي باسكو اون توجور دي بروبليم دائما كنقلبوا اولا عندنا اون كاباسيتي ا تروفي لو بلو كور شومان دائما كنقلبوا على لي راكورسي. Et deuxième élément, on a une capacité à s'adapter, plus grande que dans des pays comme la France maintenant. Et donc, avec la capacité, et s'il y a un besoin, et s'il y a une solution qui répond correctement aux besoins, il n'y a aucune raison pour que les gens n'adoptent pas. Après, bien sûr, il faut qu'il y ait les BABA, les prérequis. L'exemple type, le téléenseignement, l'un des prérequis, c'est l'accessibilité à Internet. Il y a un accès à l'Internet. Donc, utiliser la technologie que j'ai utilisée. Ou l'accès Internet il est très cher pour lui. Ou bien sûr, il n'a pas été préparé. Même les gens qui n'ont pas été préparés, d'abord, qui ont des enfants en bas âge, à chaque سنين 11 عام كذا خدامين بواتساب خدامين بزوم خدامين. Donc, cette capacité, elle existe. Il faut juste qu'on choisisse les bonnes solutions, qu'on ait les prérequis en termes d'infrastructure et de réglementation et d'inclusion, et les gens vont adopter s'ils trouvent de l'intérêt. Il y a une autre question. Je vous remercie, Mariam Sadoun. Je vous remercie pour la qualité et la richesse de votre présentation. Ma question est la suivante. Comment l'IoT, présenté comme un outil de capture de données, peut être utilisé pour le bien de l'industrie marocaine, industrie 4.0?
Alors, l'IoT, à mon sens, c'est quelque chose qui peut transformer énormément le domaine industriel. Alors, déjà, en termes de produits, yani, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits auxquels on intègre des capteurs. Et ça permet d'avoir des produits, entre parenthèses, un peu plus intelligents. Yani, ça commence même la montre connectée, en passant par, bien sûr, le téléphone, en passant par... Aujourd'hui, prenez n'importe quel objet de la vie courante. Imaginez ce que vous voulez imaginer. من طبسيل سميتو une souris, tout ce que vous voulez. Ajoutez-lui un capteur et vous allez apporter un peu d'intelligence. Tel le masque d'ailleurs, j'avais travaillé avec une équipe sur un projet de masque connecté. Le masque, on peut avoir des capteurs qui permettent de savoir s'il il porte le masque, il porte le masque de manière continue, quelle est la température son expiration. Donc déjà, l'IoT peut apporter de la valeur en termes de produits. On peut imaginer, inventer de nouveaux produits à travers l'IoT. Deuxième élément, en termes de process. Aujourd'hui, je suis une industrie. Si j'ai des machines qui permettent de capturer de la donnée au travers d'un ensemble de capteurs, alors, une industrie, mais c'est également valable au niveau maintenant de l'agriculture. Donc, les capteurs qui sont champs permettent de capturer. Ça va me permettre de mieux contrôler ce qui se passe au niveau de la chaîne de fabrication pour pouvoir intervenir le cas échéant, mais également pour pouvoir orienter et optimiser la matière première. On a un exemple, l'irrigation, typiquement, le cas de l'irrigation, si j'ai des capteurs qui permettent d'avoir une idée sur l'humidité du sol et de la plante, ben, je vais orienter avec la mise de l'eau de manière très précise. Ça va me permettre d'avoir des réductions d'utilisation de l'eau, ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Dans l'industrie, de même, si j'ai des capteurs qui me permettent de savoir est-ce que j'ai déjà suffisamment, par exemple, de matière, je vais optimiser l'utilisation de la matière. Ça va me permettre de contrôler toutes les étapes de la chaîne de fabrication, mais également de savoir à quel niveau je suis. Une commande client. Aujourd'hui, une commande client, je peux la suivre à la minute. Et je peux donner cette information à mon client pour lui donner plus de visibilité. Telle étape. Ça, je peux le faire également avec l'IoT. Ça me permet également de remonter des informations pour gérer des risques. Une chaîne de fabrication, un ensemble de risques. Alors, des risques de panne. Si j'ai des capteurs sur les machines, je peux anticiper en fait les pannes. Et je peux faire ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Si j'ai des capteurs au niveau de la chaîne de fabrication dans sa globalité, je peux savoir s'il y a des ruptures ou des choses qui vont impacter le niveau de la performance de cette chaîne. Donc, les capteurs, à mon sens, c'est quelque chose qui est. Alors, on a un capteur, alors qui l'IoT, qui les objets connectés qu'on connaît, mais également les capteurs visuels, la caméra, les capteurs de son. C'est des capteurs qui peuvent être très très importants et qui peuvent avoir un usage très important dans l'industrie. Un exemple très simple d'utilisation dans le monde post-Covid. Aujourd'hui, il y a des risques très importants pour une industrie à cause d'une infection d'une personne. Et là, infecté, ça veut dire que tout le monde va être mis en quarantaine. Ça veut dire tout simplement un arrêt de production. Aujourd'hui, avec une caméra, avec de l'intelligence artificielle, on peut faire on peut suivre en fait le respect de la distanciation sociale, le respect du port de masque. Ça nous permet de mieux maîtriser ce qui se passe. Bien sûr, avec des enjeux de sécurité, de l'information, des enjeux de données personnelles, des enjeux de contrôle. Donc, ça, tout est contrôlé, tout est maîtrisé, tout est capturé, tout est vu. Mais c'est l'un des usages qu'on peut imaginer. On peut, à travers des bracelets ou des puces, un bracelet ou une bague ou l'FKDA, maîtriser justement toujours la distanciation sociale, maîtriser les contacts. En tout cas, les usages sont indéfinis. Ça ne dépend que de l'ingéniosité, de la capacité d'innovation, de la créativité de la personne. Et bien sûr de l'entreprise. C'est clair. Il y a des gens qui ont levé la main, donc juste un petit peu pour changer. Il y a Jihan, il y a une deuxième personne. Donc on commence par Jihan. Ouais, tu peux lui donner, s'il te plaît, tu peux lui désactiver le mic. Oui, bonjour Monsieur Moussine, bonjour Hafsa. Je tiens à vous Bonjour Jihan. remercier pour votre riche présentation. C'est bon. En fait, ma question rejoint celle de l'impact sur le marché du travail, mais en termes de perte d'emploi. En fait,
au Maroc, il y a pas mal de fonctions qui sont toujours pas remplacées par des outils digitaux. Comment est-ce que le Maroc pourra garantir des emplois pour ces personnes-là ou gérer cette situation? هو شوف انا بالنسبه ليا سي بيان سور il y a واحد la responsabilité du pays et il y a une responsabilité de la personne et les deux responsabilités se rejoignent et doivent permettre justement de dépasser ce genre de situation. Il faut comprendre qu'il y a un besoin de reconversion. Il y a des profils qui maîtrisent des choses, je peux les reconvertir. Il y a des besoins aujourd'hui des domaines في digital qui ne sont pas couverts. ما كاينش كتقلب على des personnes ما كتلقاهمش. نعطيكم un exemple. Il y a 2 ans, chercher un data scientist في المغرب, c'était بحال chercher une aiguille, une botte de foin. Presque impossible. Il y a des profils dans le domaine, un architecte, on ne le trouve pas. Aujourd'hui, il y a des domaines, le cloud ou la IoT, des architectes avec un certain niveau d'expérience qui peuvent intervenir, on n'en trouve pas encore. Donc, c'est une question de reconversion. Il faut savoir que la révolution industrielle, c'est pas nouveau. Le problème, c'est la capacité d'adaptation de chaque personne et la capacité d'adaptation de la société dans sa globalité. Les cycles aujourd'hui, les cycles de formation, c'est des cycles qui ont des niveaux de flexibilité et d'adaptation qui sont très faibles. يعني في كاع les écoles d'ingénieurs, في كاع les écoles que vous connaissez, باش تبدل une filière ou تبدل les matières qui sont là, ça prend 3 ans, 4 ans. Donc aujourd'hui, soit des cycles de reconversion, soit les personnes qui... L'avantage aujourd'hui, c'est que l'accès au cours, à la formation, à l'information et au développement de compétences, il a brisé de développer une compétence, un domaine, vous pouvez le faire. Et je peux vous assurer que la décennie, les changements, les récons, les domaines vont nécessiter la capacité d'adaptation plus importante. Donc, الإنسان من الأول فاش كيتخرج من l'école يعتبر أنه مازال ما كملش القراية عاد غيبدا القراية. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui l'apprentissage doit être de l'apprentissage à vie. يعني long life learning. يعني طول العلم من المهد إلى اللحد. L'apprentissage, ماشي هو le plus important. Le plus important, c'est pas ce qu'on apprend. ماشي المعلومات. Le plus important, c'est apprendre à apprendre. Et apprendre à désapprendre. Et apprendre à réapprendre. يعني كيفاش نتعلم انني نحيد شي حاجه تعلمتها parce qu'il n'est plus d'actualité, parce que le monde a changé. راه سي با ايفيدون. شي دابا القناعات اللي عندنا في الدماغ شي مرات غير كتدخل الوغ كو القناعه ربما حتى لا سورس ديالها il n'est pas زعما سي با une source viable ولا vérifiée. باش تزول هذيك القناعه très complexe. Et donc, la capacité à s'adapter, à se dire, je peux changer d'avis, je peux changer de façon de voir, je peux modifier la façon avec laquelle je traite des choses, la capacité est très très importante. Ou généralement, il se développe dans le moment de crise. L'opportunité que nous a donné le Covid, c'est une opportunité de taille pour pouvoir développer de la capacité. Ils sont chamboulés. Ils sont bousculés à là. Donc on commence à se dire là, ou peut-être il y a autre chose. Et ça, à mon sens, c'est très positif pour pouvoir affronter les évolutions que va connaître le monde dans les 10 années à venir. Merci beaucoup, c'est Mohsin. Il y a Mohamed Chéri. Mohamed, est-ce qu'on peut lui donner le mic, s'il te plaît? Allô, allô? On va essayer d'avancer en attendant. Nous avons plusieurs questions, c'est Mohsin. J'espère qu'on pourra répondre à toutes ces questions. Allô? Quelqu'un a activé mon micro. Je ne sais pas si c'était à moi de... Bon, je vais en profiter. Oui, vas-y, allez-y. Alors, en fait, à force de prendre des notes depuis le départ de votre exposé, là, je me rends compte que nous ne pourrons jamais aborder toutes les questions possibles. Je pense que vous avez posé les bases d'un dialogue qu'on a à peine effleuré aujourd'hui.
Et en fait, du coup, je ne vais pas poser de questions, mais plutôt vous faire une suggestion à vous et aux organisateurs qui font un excellent boulot avec ces petites séries sympathiques de webinaires. Je vous propose de rebondir sur cet exposé, d'en faire une petite série dans un format éventuellement un peu plus court en fonction des disponibilités de M. Morsin, et ce, du coup, en se basant sur des petits sujets en rapport avec ce sujet global qui est la digitalisation. Alors, je pense notamment, alors là, vous avez parlé certainement de cette mutation à vitesse un peu vertigineuse de la société qui, elle, aujourd'hui, finalement, nous donne un certain avantage par rapport à des sociétés qui sont plus ou moins dans leur zone de confort. Mais cette mutation ne serait-elle pas dangereuse ou n'aurait-elle pas un risque de causer une implosion de cette société qui n'a plus de fondement, qui n'a plus de référence, et que le gap d'une génération à l'autre est carrément énorme. Ça peut être un sujet lui-même, hein, enfin en lui-même, pour une séance. Le fait que, alors dans les années 50, pour citer Marshall McLuhan, il disait que le message, c'est le médium. Et aujourd'hui, on le constate vraiment quand on voit l'influence qu'a Facebook ou d'autres outils sur nos choix et notre comportement. Aujourd'hui, à force de consommer des informations sous un format plutôt qu'un autre, eh ben, ça a fait radicalement shifter notre façon de réagir. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui conditionne notre comportement, ce n'est plus l'information que nous digérons, mais comment on la digère sur un smartphone ou sur un autre. Donc ça peut être aussi un sujet à part entière. Mais une question fondamentale, je pense aujourd'hui, et vous l'avez effleuré plusieurs fois dans votre exposé, c'est quelle est la limite, qu'est-ce qui définit l'individu aujourd'hui? À un certain moment, à une certaine époque, ce qui définit l'individu, c'est ses propriétés physiques, ses connaissances, ses diplômes. Aujourd'hui, d'un côté, on découvre avec les fuites de Edward Snowden, Wikileaks, que finalement, tout ce qu'on met sur Internet ne nous appartient pas. Tout ce qu'on met dans un mail, par une tournure, un trou juridique, arrivera tôt ou tard à sortir de notre périmètre. Donc finalement, qu'est-ce qui appartient à l'individu? Aujourd'hui, on arrive par des algorithmes très sophistiqués à prédire nos choix, nos votes. J'évoquerai du coup le Brexit, les élections américaines. Il y a énormément de choses qui sortent carrément de notre périmètre. Donc, qu'est-ce qui définit l'individu? Aujourd'hui, avec des algorithmes de type les deepfakes, on peut prendre mon image et la mettre dans une autre vidéo et faire des déclarations, partager des choses. Donc, finalement, même notre image physique ne nous appartient plus. Donc, je pense que ça peut être fondamental comme sujet à traiter. Bref, j'en ai encore. À qui j'ai l'honneur, parce que votre nom n'a Je pense que j'avais mis, oui, Abdelrahim Chouaib, je suis ingénieur, un mécanicien. Je travaille au Maroc. Et je pense justement, pour rebondir sur ça, donc le dernier sujet, c'est quelle est la place de l'ingénieur aujourd'hui dans cette digitalisation? Parce que finalement, à un certain moment, l'ingénieur absorbait et consommait de l'information, apprenait des formules, apprenait des équations. Moi, je pense que j'ai eu mon diplôme sans même mémoriser la moindre formule. Donc, c'est radicalement différent de la génération précédente. On sait que l'information, elle est là, elle est juste à côté, elle est sur Internet. Donc, finalement, ce qu'on demande à l'ingénieur, ce n'est plus d'absorber, de restituer, mais plutôt une nouvelle façon de réfléchir et de créer avec une information qui est là, qui est présente, qui est identifiée. Bref, donc tout ça, déjà, je vous remercie pour le sujet parce que vous savez, ça a tellement créé de réactions. Je pense que c'est partagé avec tous les présents. Et je souhaite vraiment que l'on puisse se retrouver dans d'autres instances comme celle-ci pour aller un peu plus dans le détail. Et je vous remercie encore. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Si Mohsin, vous voulez ajouter un commentaire par rapport à cette intervention ou on passe? En fait, je crois que, très rapidement, en fait, c'est un sujet qui est très important, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la limite de la définition et de l'identification et de l'identité de l'homme,
il est un peu flou. De même par rapport à la formation, donc je crois que c'est un vrai sujet. Il faut savoir aujourd'hui que parmi les compétences les plus importantes dans les prochaines années, ça ne va pas être les compétences techniques, parce que les compétences techniques, on peut les acquérir au besoin. Comme j'ai dit, bon, c'est l'apprentissage de l'apprentissage, donc compétences à apprendre, mais c'est également les compétences de créativité et également l'intelligence émotionnelle. Parce qu'une partie des tâches techniques peuvent être dévolues à des robots, à de l'intelligence artificielle. Donc du coup, c'est là où il y a une intelligence qui dépasse, en tout cas pour l'instant, après on ne sait pas, la capacité des robots. Et on est beaucoup plus dans l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale et d'autres formes d'intelligence. Donc, les intelligences multiples vont devenir très importantes et vont occuper le devant de la scène. Par rapport à l'identité et à la limite de l'être, moi je dirais, bon, c'est des questions philosophiques. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, malheureusement, on n'est pas vraiment acteur pour pouvoir orienter la façon avec laquelle c'est développé, pour apporter la valeur éthique qui est très très importante. Je crois que parmi les choses qui nous définissent en tant que Marocains, en tant qu'Africains, en tant qu'Amazirs ou Arabes, en tant que musulmans, c'est un ensemble de valeurs que nous partageons. Et ces valeurs, je crois que la technologie aujourd'hui, on en a besoin. Et il faut qu'on puisse justement être acteur, producteur et créateur de technologies pour pouvoir intégrer ces valeurs dans ces technologies, notamment dans l'intelligence artificielle où le sujet de l'éthique est vraiment au centre et personne n'a de réponse. Il y a même des géants qui aujourd'hui ne veulent pas parler d'intelligence artificielle ou croient que l'intelligence artificielle peut être destructrice pour l'homme. Voilà, bon, c'est un sujet philosophique, mais bon, on peut en débattre Oui. après. En tout cas, il y a des questions relatives à l'éthique à l'éthique et aux risques auxquels nous expose la transformation digitale. Mohamed, est-ce que tu as réussi à donner le mic à Mohamed Chiri? Ah non? Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut donner des interventions très brèves, comme ça on arrive à répondre à toutes les questions? Vas-y, Mohamed Chiri. Vous Bonjour. m'entendez? Oui. Très bien. Désolé, j'ai eu un problème avec mon micro. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation, pour la qualité de la présentation, soit en termes de contenu ou bien de la structuration. En fait, ma question concerne la 5G, ses cas d'utilisation et surtout le débat actuel sur ses impacts environnementaux et sur la santé humaine. Parce que souvent, on parle sur les nouvelles technologies et leurs avantages, mais on oublie qu'il y a aussi un prix à payer, soit un prix écologique ou bien environnemental. Voilà. Merci, c'est Mohamed. Alors en Merci. fait, là également, dans la suite de la présentation, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est un élément qui est fondamental aujourd'hui. Effectivement, la technologie a un prix écologique, clairement. Et le prix écologique, c'est lié en fait à des matières. En fait, aujourd'hui, il y a une guerre de matières premières. Il y a des matières premières qui sont en danger, des matières comme le silicium, le géranium, mais également le cobalt, par exemple, qui rentre dans les batteries pour les voitures autonomes, les voitures électriques. C'est des matières aujourd'hui qui sont en danger. D'ailleurs, dernièrement, Volkswagen est allé chercher du cobalt en Namibie et n'en a pas trouvé parce que Tesla a raflé toute la production. Ça, c'est juste un exemple. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, l'une des limites qu'on va rencontrer dans cette transformation digitale, c'est la limite de la capacité à produire de la matière première par la Terre. Alors, bien sûr, à chaque fois, on a des contournements, mais à un moment donné, on va arriver à une limite. La même chose est liée, par exemple, aux lois qui régissent la technologie. Aujourd'hui, l'une des lois qui régit l'évolution de la technologie digitale, c'est la loi de Moore. Et là également, on peut arriver à une limite de miniaturisation et donc à une limite de capacité. De l'autre côté, effectivement, il y a des problèmes sanitaires. Alors, les problèmes sanitaires, bon, il faut juste comprendre que tout ça, c'est porté par une industrie capitalistique. La logique est principalement une logique de gain. Et quand on va évaluer une entreprise, ou évaluer un dirigeant d'une entreprise, ou évaluer un actionnaire d'une entreprise, on va l'évaluer par rapport à son bilan. Et donc, du coup, tout le reste est un détail.
يمكن مرة نخدروا بشوية ديال لا RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, نخدروا بشوية ديال l'environnement, l'écologie. Ça, c'est ce que font la plupart des entreprises. يعني, ils font toutes les actions qui vont polluer, qui vont impacter la santé des hommes, ومن بعد كيديروا واحد des actions pour dire que voilà, on est. Ça, c'est la réalité aujourd'hui, c'est la réalité de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui est basée, là, le gain, à la dhar. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, les valeurs, elles sont fondamentales. Et si on n'est pas, en tant que porteur de la valeur, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les pays tellement développés, surtout l'échelle de décision, là, il n'y a pas de valeur. Mais il faut le comprendre, c'est comme ça. Ça peut paraître cash, mais c'est la réalité. فاش كتطلع في هذوك les CEO ديال كذا, il n'y a pas de valeur, c'est l'argent. Ils rentrent dans le circuit duquel, en fait, c'est effréné, ils ne peuvent pas sortir. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'est pas créateur et producteur de la technologie, le volet valeur, on va le subir. On va subir les valeurs des autres. La santé, à mon sens, il y a un vrai enjeu. Alors la 5G, moi, entre la théorie du complot et entre la théorie qui va dire la 5G c'est bien, c'est intéressant, moi je suis plus pour l'approche intermédiaire. C'est sûr que ça a des impacts sur la santé humaine. Est-ce qu'il faut l'arrêter? Pour moi, peut-être non. Mais il faut pouvoir mitiguer le risque qui est lié à la santé, ou au moins le maîtriser. La même chose, quand on parle de l'IoT, aujourd'hui, quand on parle de l'IoT à l'échelle de l'homme, ça veut dire qu'on va حتى واش كنقولوا مثلا اما سكونيكتي راه واحد يقول لك دابا كتحسبوا لنا حتى الانفاس ديالنا. Avant c'était une يعني واحد العباره كتقال في un contexte littéraire, يعني يحسبوا عليه انفاسه. D'abord, c'est la réalité, ça en fait on compte le souffle, le nombre d'inspiration et d'expiration, on compte. Donc aujourd'hui, là également, et bien sûr avec des impacts éventuels sur la santé. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les technologies réseau, oui, ils ont des impacts écologiques. Oui, le Bitcoin, ça consomme énormément d'énergie électrique. Et donc aujourd'hui, il a un impact environnemental important. Alors, là, le mobile, aujourd'hui, comment ça fonctionne d'ailleurs? Les mobiles qu'on a, il y a de l'obsolescence programmée. يعني كتلقى التليفون بعد عامين كيبدا كيتقال parce que c'était programmé pour انه يتقال. Parce que les gens ils veulent du gain, ils veulent que tu trouves la nouvelle version, il faut que vous changez de téléphone. On ne veut pas que tu gardes le même téléphone. Maintenant, tout n'est pas noir. Il faut comprendre qu'il y a un impact écologique positif également des nouvelles technologies. Donc si tu تحيد le papier ou كتخدم une technologie digitale, tu es en train de gagner en termes de consommation de papier et donc en termes d'écologie, parce que le papier, c'est les arbres. Donc, il faut que tu limites les déplacements et que tu travailles à distance. Tu limites la consommation, l'émission de CO2, tu limites l'émission des gaz à effet de serre. Donc, pour ne pas dire que tout est noir, il y a également un impact positif écologique et un impact positif sur la santé des technologies. Il a le stress des déplacements, c'est un impact psychologique intéressant. Si je suis aujourd'hui en train de faire un exposé sans devoir me déplacer, chercher une place de stationnement, là c'est également un impact sur la santé. Donc, maintenant, je crois que l'essentiel, la chose la plus importante à prendre en considération, c'est que il n'y a pas de gain sans. ما كاينش شي حاجة في العالم اللي فيها que des points positifs. Il y a toujours également des points négatifs et il faut chercher à balancer et à profiter au maximum des éléments positifs et à mitiguer les risques et les menaces. Il y a la question de Mohamed Biddin. Est-ce que les cyberattaques ne freinent pas la transformation digitale? Comment peut-on convaincre les industries de la fiabilité de ces technologies? Alors, en fait, là, il faut comprendre que c'est un truc qui vient avec la technologie. Le risque de cyberattaque, il est là. Parce qu'un le cloud, automatiquement, vos données ne vous appartiennent pas quelque part. Ils sont stockés dans des serveurs, et ainsi de suite. Le risque, il est là. Mais le risque, il est là dès aujourd'hui. C'est plus intéressant, c'est plus sécurisé, mais qu'on a des technologies. Un exemple très simple.
Aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise, un téléphone, généralement, il accède à son mail. Le mail d'ILO est stocké dans un serveur de l'entreprise. C'est complètement attaquable. Le risque, il y a avec le mail à partir de l'extérieur pour qu'il puisse. C'est un risque qui existe. Le risque, c'est que le téléphone et qu'il va perdre toutes les données, toute la messagerie qu'il a, avec des risques. Donc, le risque, il est là. La seule manière d'éviter ce risque, c'est de la connexion, وما يكون عندك لا تليفون لا حتى شي حاجه ولا عندك هذاك 33 10 القديم وبخير. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, il y a des chefs d'État aujourd'hui qui utilisent des téléphones قدام parce que tout simplement, il ne veut pas être. Il y a eu même le cas de Merkel qui a été espionnée par les services secrets américains. Hein, pour vous dire. Il y a eu des cas, tout à l'heure, ça a été évoqué en politique, par Cambridge Analytica, où on a. Donc le risque, il est là. Par contre, avec la technologie, il faut toujours prendre en considération les éléments de sécurisation. Donc chez Marat, quand je parle le cloud, c'est très bien, mais il faut que je pense à un cloud privé. Ça peut être un cloud national. Un cloud à l'international. Qu'il y ait des paramètres le cloud pour mieux sécuriser. D'abord, aujourd'hui, on utilise Zoom. Zoom, c'est un outil qui peut présenter des risques. بحاله بحال d'autres outils. علاش لان à partir du moment où on utilise un outil comme ça, alors d'ailleurs il y a eu l'annonce comme quoi il y a eu 0D, la vulnérabilité, sachant que ça a été bien sûr corrigé par la suite, mais c'est un risque. Mais de la même manière, فاش كتخرج في الطوموبيل ça y est, c'est une technologie. فاش كتخرج بها وكتسوقها راه عندك un risque. Un risque d'accident, un risque de problème de circulation, un risque كذا. En fait, ما كاينش شي حاجه une avancée de l'espèce humaine اللي ما فيهاش des risques. Il faut pouvoir maîtriser ces risques, il faut pouvoir les gérer, les anticiper et pouvoir les traiter quand ils arrivent. Maintenant, imagine, une industrie, quelle qu'elle soit, se retrancher sur soi et être complètement à l'extérieur de l'histoire. Et là, le risque est encore plus important. Parce que très rapidement, pour moi, c'est une question de survie. C'est même pas une question de technologie. Il va plus survivre. On l'a vu tout à l'heure, ça a parlé de Kodak, mais Nokia, où est-ce qu'elle est Nokia aujourd'hui? Elle n'a pas suivi une tendance, la tendance le taxi. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est presque morte. Les entreprises, on a comme un autre exemple. Aujourd'hui, vous connaissez Netflix. Avant Netflix, l'entreprise la plus connue dans le monde, c'était Blockbuster. Blockbuster, c'est une chaîne de cassettes vidéo, de DVD pour regarder des films. Le film c'est organisé par. Bon, les gens les achètent une période, parce que on n'est pas. Mais en fait, en 2006, par exemple, en 2000, dans chaque coin de rue, il y a un Blockbuster. En 2006, ou là, je crois, c'est en 2006 à peu près, c'est Netflix. Des années après, ils sont allés négocier avec Blockbuster. Pour un rachat. Blockbuster, ils cherchent Netflix. Ils n'ont pas accepté. Moi, je sais comme le streaming, ça va marcher, ça ne peut pas marcher. Et donc aujourd'hui, Blockbuster n'existe plus. Il a fait faillite depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, la référence dans tout ce qui est vidéo on demand, c'est Netflix. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas une question, c'est une question de survie. On l'a vu aujourd'hui, dernièrement, avec Thomas Cook, on l'a vu avec plusieurs cas de société. Si on n'arrive pas à créer, à innover, et si on n'arrive pas à se mettre dans le chemin du digital, alors ce n'est pas un risque de performance, ce n'est pas juste un chiffre d'affaires qui va être un peu en moins, mais c'est un risque de survie. Et on l'a vu même d'abord, le Covid ou Canada, il y a des industries qui vont disparaître, pour vous le dire. Il y a les industries, le domaine hôtelier, et le domaine le transport, notamment aérien, vont être dans des difficultés majeures. Leurs clients vont faire faillite. Oui, c'est tout un.
ce n'est plus question ce n'est plus un choix à faire. Exactement. Mais en tout cas, je comprends le point de vue de Si Mohamed. Il y a une grande résistance, surtout ici au Maroc, de la part des industriels. Donc, au moment où tu leur dis, écoutez, on peut vous proposer une solution digitale qui vous permet de monitorer ou superviser votre cellule, la température, etc. Donc, à ce moment-là, il te dit, OK, mais mon information, elle sera stockée où? Donc, il y a une résistance, à vrai dire. On passe à la question suivante. Comment peut-on tirer profit de l'intelligence artificielle dans le sens de la digitalisation des entreprises marocaines, toujours dans le contexte du Maroc? Alors, déjà, Anna, Zama, c'est une très large question. Zama, comment on peut profiter de l'intelligence? L'intelligence artificielle, elle est partout. On a pris comme un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez une entreprise, une industrie, il y en a des clients, et elle fait le support pour ces clients. Et le support, il peut se faire aujourd'hui par de l'intelligence artificielle en utilisant des chatbots. Pour ça, aujourd'hui, c'est des choses qui existent. La technologie, elle existe. L'intelligence artificielle peut rentrer également dans la maîtrise de l'information client, dans la segmentation client, dans le ciblage du client. L'intelligence artificielle peut être également intéressante pour automatiser certaines tâches répétitives. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le RPA, Robot Process Automation, dans beaucoup d'entreprises qui faisaient des tâches qui prennent énormément de temps, que ce soit la comptabilité, ou les achats, ou l'approvisionnement, ou la qualité. Les tâches qui sont répétitives, elles peuvent être en partie automatisées par l'intelligence artificielle à travers le RPA. Tout ce qui est contrôle, donc avec tout ce qui est caméra ou capteur associé à de l'intelligence artificielle, on peut avoir plus de contrôle sur ce qui se passe au niveau des ateliers ou au niveau de l'usine dans sa globalité. On peut en profiter dans la maintenance, notamment dans la maintenance prédictive. On peut avoir également de la prédiction, des prévisions sur les ventes ou sur la production pour optimiser l'outil de production. Donc, Zama, le nombre d'utilisations de l'intelligence artificielle est très très important. Et qui me ça ne dépend que de la créativité et l'ingéniosité des personnes qui proposent. Par contre, le carburant, c'est la donnée. Avec les entreprises qui ne veulent pas avoir des capteurs ou la cana, le problème c'est quoi? C'est qu'ils ne vont jamais capturer de la donnée. Et tant qu'ils ne capturent pas de la donnée, c'est toute une partie d'intelligence qui passe, ils passent à côté d'une bonne partie de l'intelligence qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, ils naviguent à vue. خدام وغادي وكذا ما عرفش comment les commandes des clients vont évoluer ما عرفش ce qui se passe au niveau de l'outil de production ما عرفش quand est-ce que la machine va tomber en panne et donc il fait face à beaucoup d'incertitudes. المشكل là également c'est حتى في le langage فاش كنبغيو نقنعوا شي واحد بشي حاجه il faut comprendre une chose que je suis en train de revenir peut-être à la question précédente ولكن pour savoir tant que les gens n'ont pas peur et ne voient pas l'urgence, ils ne vont jamais agir. C'est-à-dire, en fait, les gens, pour qu'ils puissent décider, alors, là, la plupart des temps, quand on est ingénieur, on croit que la décision elle est basée sur du rationnel. La plupart des décisions sont basées sur de l'émotionnel, mais sur du rationnel. Donc, quand vous voulez convaincre quelqu'un, vous allez mettre donc les arguments dire il faut lui faire peur, le faire rêver et présenter l'urgence. L'urgence, elle est très importante parce que les gens sont câblés. Il est câblé. Tu essaies au maximum de ne pas prendre de décision. Les décisions majeures, il y a maximum 4 grandes décisions. Les bébés ne peuvent pas prendre en moyenne plus de 4 décisions majeures. Il a consommé toutes les décisions au début de la journée. Je décide. Généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours reporter la décision. Tant que je n'ai pas l'urgence, il m'a dit je vais la décision aujourd'hui, ça va m'impacter et ça va avoir telle conséquence, mais je n'ai pas de décision. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Bon, ça c'est. Mais en tout cas, pour revenir à l'intelligence artificielle aujourd'hui, en termes d'usage, on a comme des exemples, même fait de la phase le déconfinement, il y a des usages où vous n'êtes pas obligé de redévelopper. Les algorithmes qui permettent maintenant de détecter la distance entre deux personnes à partir d'une caméra, ça existe. Ces algorithmes sont utilisés.
L'algorithme qui permet de détecter à partir d'une image où une personne porte un masque, مثلا, ça existe. L'algorithme qui permet de détecter un symptôme d'une maladie pour une personne, il y a un ensemble de symptômes qui existent déjà. Donc, il faut avoir la capacité de réutiliser ce qui existe au niveau de l'intelligence artificielle ailleurs, peut-être de l'adapter un peu au contexte marocain pour pouvoir en faire une valeur ajoutée pour les entreprises et les industries. C'est clair. Il n'est jamais sage de réinventer la roue en tout cas. À vrai dire, il y a 4 autres questions, mais malheureusement, il est déjà 17h moins 20. Donc, il va falloir qu'on clôture le webinaire d'aujourd'hui. C'était très riche en matière d'information et d'échanges. Je remercie Simouhsine d'avoir répondu présent, mais aussi les participants pour la qualité de leurs interventions. Et voilà, donc nous avons évoqué plusieurs points. Je ne peux pas les récapituler dans une petite conclusion, mais en tout cas, Simouhsine a essayé de nous donner un aperçu global sur l'impact de la transformation digitale, donc plutôt que du digital, sur l'économie mondiale, sur les ressources humaines, l'industrie, la chaîne logistique, les transactions. Donc, on voit que ce n'est plus un choix, comme avait dit Simouhsine, mais plutôt une nécessité aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir répondu. J'espère qu'on a pu faire de telle sorte à ce qu'on réponde à vos questions, bien qu'il y en a d'autres. Mais je m'excuse encore une fois pour cette contrainte du temps. Merci beaucoup, Simouhsine. Merci à vous. En tout cas, Inch'Allah, on espère vous voir en présentiel parmi nous, Inch'Allah, dans d'autres stations des activités de l'association. Avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, Merci. je vous annonce qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Saraha, masrina jbika Simouhsine, et c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon début de semaine. Et restons connectés, restons à jour. Et Inch'Allah, on se retrouve dans un autre webinaire la semaine prochaine avec un nouveau thème.